pas le bon. Alors comment est-ce qu'on fait pour OK. changer de support? Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour à tous, là vous avez fait, démarrer l'événement, donc ça y est, les gens rentrent, doucement, mais il y a pas de souci. On va encore attendre un tout petit peu que les gens se connectent, au compte-gouttes, charger, notre support, et puis on commencera doucement d'ici 1 minute ou 2. Ouais, génial. On voit qu'il y a déjà presque 300 participants. Bonjour Ouais. à tous. Super, c'est super chouette. Bonjour, bonjour tout le monde. Et du coup, pour ceux qui arrivent, je fais une petite introduction, rapide. Donc, bonjour à tous et à tous. Bienvenue à la webconférence, remontée sur les moteurs de recherche grâce au référencement, naturel, organisée en partenariat avec, Foliweb. Donc, l'ADI organise, de façon régulière ces webconférences, avec des partenaires ou des bénévoles de l'ADI. Moi, je suis Caroline, je suis chargée de projet développement et offre de services à l'ADI. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'ADI, on est une association reconnue d'utilité publique qui défend l'idée que chacun, chacune peut entreprendre s'il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel et personnalisé. Et nos valeurs, elles sont fondées sur la confiance, la solidarité, mais aussi la responsabilité. On est 1300 bénévoles, 900 salariés et on est présent dans 200 agences à travers les territoires français. Et donc aujourd'hui, on va accueillir Anne-Émilie, qui est responsable opérationnelle chez Foliweb, et Thomas, qui est directeur général d'Hémisphère Web. Juste pour que vous le sachiez, voilà, cette webconférence, elle sera enregistrée et diffusée sur la chaîne YouTube de l'ADI. Et puis, vous pourrez poser vos questions dans le chat et moi, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, ou du moins de les noter pour les faire remonter à Thomas. Et voilà, Anne-Émilie et Thomas, je vous laisse la parole. Trop chouette. Merci beaucoup Caroline pour déjà l'invitation avec vous à l'ADI. Navrée pour la petite erreur au début. Je ne sais pas si c'est moi qui ai lancé l'événement ou pas, mais en tout cas voilà, c'était pas le bon support. Ça y est, j'ai réussi à charger le bon support. On est ravis d'être avec vous ce matin. Thomas, je te laisserai peut-être te présenter juste après. Merci beaucoup d'être là. Ouais. Merci d'être là pour animer ce webinaire avec nous. Juste avant qu'on commence avec Thomas, je vais vous faire une rapide présentation des Folies Web pour ceux qui ne nous connaissent pas. Comme ça, vous savez un petit peu dans quel cadre on intervient. Et je suis très contente d'être avec vous ce matin et de voir que vous êtes aussi nombreux. Donc, bienvenue à vous toutes et vous tous. Donc très rapidement, les Folies Web, qu'est-ce qu'on fait? Qui sommes-nous? Eh bien, on organise des événements pour aider les entrepreneurs, les dirigeants de petites entreprises, les freelances, les indépendants à réussir grâce à votre présence en ligne. L'idée, c'est vraiment de vous aider à atteindre vos objectifs grâce à votre présence en ligne. Concrètement, comment on fait ça? Déjà, on organise tout au long de l'année des événements gratuits, donc comme celui d'aujourd'hui, à la fois en présentiel, un petit peu partout en France, mais aussi en ligne. Ensuite, pour aller plus loin, on a aussi des formations éligibles au CPF pour progresser pas à pas et pour que vous puissiez faire des choses par vous-même sur votre présence en ligne. Par exemple, la stratégie web marketing, la création d'un site, la gestion de vos réseaux sociaux, etc. Et enfin, on a lancé récemment une communauté Folie Web. Donc, c'est une plateforme d'entraide et de réseautage entre entrepreneurs. Et donc, tout est fait pour que le numérique et votre présence en ligne deviennent des vrais leviers de croissance pour votre activité et que vous puissiez passer à l'action. Alors très souvent, on nous demande comment c'est possible d'organiser autant d'événements gratuitement. Eh bien, c'est parce qu'on a la chance d'avoir des partenaires co-organisateurs des Folies Web. Notre premier partenaire, vous le connaissez sans doute, sans vraiment le savoir, c'est le Point .fr. Le Point .fr, c'est l'extension Internet française qui est gérée par l'AFNIC, une association à but non lucratif, avec pour mission de vous aider à chaque étape de votre présence en ligne grâce à son programme qui s'appelle Réussir en .fr, pour vous aider, par exemple, dans le choix de votre nom de domaine, créer un site web impactant, améliorer votre visibilité en ligne, etc.
Et en plus de la plateforme réussir en .fr où vous avez plein d'outils, vous avez un outil d'autodiagnostic pour vous aider à évaluer votre maturité numérique et faire un point sur là où vous en êtes par rapport à vos concurrents. Notre deuxième partenaire co-organisateur, c'est Planet Hoster. Planet Hoster, par contre, là, vous en avez peut-être moins entendu parler. C'est un hébergeur, également fournisseur d'outils de création de sites web, engagé pour la souveraineté numérique. Concrètement, ça signifie que toutes vos données et votre site internet restent hébergés en Europe, protégés par le droit européen. On parle souvent de visibilité en ligne ou de référencement naturel, mais un hébergement fiable et sécurisé, c'est un socle hyper important pour construire sur le long terme. Et c'est aussi un acteur qui a des valeurs fortes autour de l'éthique, de l'écologie et de l'humain, avec notamment un super support client et des valeurs qui nous parlent au FoliWeb. Et bonne nouvelle, il y a des offres exclusives qui arrivent pour vous, participants FoliWeb. Très bientôt, on va vous partager tout ça prochainement, donc restez attentifs sur ce qui va arriver côté FoliWeb, ça va pouvoir vous aider. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la présentation, prendre un temps avec Thomas pour y répondre. Et puis, je vous fournirai une enquête de satisfaction à la fin du webinaire. Elle vous permettra de récupérer notamment le support de la présentation. Thomas, je te laisse enfin la parole et je te laisse te présenter. Merci Anne-Émilie, merci beaucoup de me donner la parole justement à travers les Folies Web et aussi Caroline pour parler du sujet du SEO et avoir organisé tout ça. C'est vraiment super, surtout que là je vois que ça intéresse les gens, il y en a plus de 310 participants. J'ai entendu qu'il y avait 500 inscrits, donc c'est vraiment génial. Et pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour parler d'une de mes passions dans la communication digitale, qui est le référencement naturel dans Google. Donc, pour parler rapidement d'Hémisphère Web, donc mon agence de communication, on est 5 dans l'agence, on est basé à Strasbourg, on travaille sur toute la France. On travaille avec des petites entreprises jusqu'à des grandes entreprises internationales, en fait, sur du référencement général dans Google, ou alors ça peut être des fois sur des points très techniques. Donc, on s'amuse beaucoup avec ça. Pour ma part, je suis dans le web depuis 15-20 ans. Et j'ai fait le choix, en fait, de me spécialiser dans le référencement naturel, d'où ma présence aujourd'hui pour vous partager un petit peu tout ça. Donc, Hémisphère Web, en fait, on fait du SEO. On commence maintenant le référencement dans les IA. C'est vrai que depuis l'an dernier, on s'y est mis. Community management, création de sites internet, refonte, optimisation, vitrine, e-commerce, et après, forcément, donner de la visibilité avec de la publicité. Et on donne aussi des formations, on fait du coaching. Voilà pour la partie un peu publicité pour Hémisphère Web. N'hésitez pas, on peut rester en contact sur les réseaux sociaux ensuite pour discuter de tout ça suite à la conférence. Cette conférence avec les Folies Web, vous aurez la possibilité de la télécharger et comme l'a dit Caroline aussi, sur la chaîne YouTube, vous pourrez voir le replay. Donc c'est vachement bien. Je vais essayer de pas dire trop de bêtises. Et c'est une conférence qui est un webinaire qui est assez fourni. On va partir vraiment du tout début sur le référencement, sur comment ça fonctionne, pour ensuite aller sur des points un petit peu plus techniques. Et donc déjà, quand on parle de référencement naturel, de quoi est-ce qu'on parle? Il faut savoir que quand vous faites des recherches dans Google, l'internaute va taper son mot-clé et va avoir des résultats. Dans les résultats, vous avez des résultats sponsorisés. Donc ça, c'est ce qu'on va parler. On va parler en fait de référencement payant. Ce sera le SIA, pour prendre l'acronyme anglais. Donc ça va pas jouer directement sur le référencement naturel. Et donc en fait, quand on parle de SEO, donc de référencement naturel, en fait, ça va être les sites internet qui vont apparaître en dessous les pubs. Et là, il y a un vrai enjeu par rapport à ça parce que l'internaute aura en général tendance à cliquer sur les premiers résultats. L'internaute n'aime pas trop scroller, donc plus on est en bas ou plus on sera caché. En fait, il y a une blague en SEO qu'on dit que si on veut cacher un site internet, on se met en deuxième page de Google. C'est plutôt vrai, en fait, statistiquement. Donc, l'objectif du référencement naturel, c'est apparaître le plus haut possible dans les moteurs de recherche et pas seulement Google, et de remonter, en fait, dans la durée. Et à l'intérieur du référencement naturel, on aura ce qu'on appelle le référencement local. Parce qu'en fait, quand vous allez faire une recherche et que vous allez rajouter le nom d'une ville, vous allez rajouter
une commune, une région, un département, Google va encore personnaliser pour vous spécialement en fait le résultat avec en donnant des résultats locaux. C'est ce qu'on appelle, le terme technique, c'est local pack. Et il faut toujours garder en tête en fait qu'il y a presque la moitié des recherches, c'est 46% des recherches dans Google qui sont locales. Voilà. Donc en fait, quand on parle de SEO, donc en anglais en fait c'est SEO, Search Engine Optimization, on parle de référencement naturel. En fait, c'est la même chose dans notre jargon. Donc n'hésitez pas, s'il y a des mots-clés, des fois des mots que j'utilise que vous ne comprenez pas, à les mettre dans le chat. Je garde un petit œil dessus pour vous faire des traductions au fur et à mesure. Donc, quand on parle référencement, surtout pour vous, si vous êtes en indépendant, vous avez une zone d'achalandise bien définie, pensez toujours référencement local, ce sera quasiment la moitié de vos visites. Et donc, en référencement, en fait, donc en SEO, tout va partir d'une requête. La requête, c'est ce que les gens vont taper dans le moteur de recherche. Il y a différents types de requêtes. Il y aura des requêtes commerciales. C'est celles qui vont générer du business directement parce que les gens, ils vont chercher un prestataire. Si on tape, par exemple, agence de communication de Strasbourg, création site internet, et ainsi de suite, on va se dire, ça c'est commercial. Quelqu'un qui tape ça, il a l'intention de trouver un prestataire. Et il y a des requêtes qui vont être informationnelles. Par exemple, comment est-ce qu'on crée un site internet? Ben là, en fait, je cherche pas un pro, je vais plutôt chercher un tuto. C'est quoi le SEO? Par exemple, ça, pareil, en fait, tout ce que je veux trouver, c'est une page qui va répondre à ma question. Et donc, dans votre site internet, en fait, distinguez bien les pages. Les pages qui auront une vocation transactionnelle, ça va être typiquement vos pages produits, vos pages services. Et quand Google détecte que l'intention est commerciale pour les gens, il va sortir la page là en particulier. Et si les gens, au contraire, posent une question dans Google, ben Google va aller piocher dans votre blog de votre site internet toute la base de connaissances que vous auriez pu mettre à travers des articles où vous répondez à plein de questions par rapport à ça. En fait, c'est important quand on rédige une page sur le web de se dire c'est quoi la requête et en fait, derrière cette requête-là, c'est quoi l'intention de l'internaute? Qu'est-ce qu'il cherche en fait? Et donc déjà, c'est la première des choses, c'est se mettre à la place de l'internaute. Et donc, dites-vous que 9 recherches sur 10, 80%, en fait, les gens ne cherchent pas votre marque. Ils vont chercher, ils auront une intention qui va être soit de contacter un prestataire, soit de trouver des infos. Et la moitié des visites sur le site web, ce sera juste de la notoriété où ça ne va pas générer du business directement parce que ce sera des requêtes informationnelles. Mais pour moi, c'est super important en fait de toucher les gens tout au long de leur parcours d'achat, de la réflexion avec des articles de blog jusqu'à des pages produits pour ceux qui veulent un interlocuteur et un professionnel. Alors, on a déjà quelques questions dans le chat sur le référencement local. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs villes ou pas? Alors, on peut définir une zone de chalandise, en fait, quand on crée sa fiche Google My Business. Vous pourrez définir une zone de chalandise qui sera plus ou moins grande. Donc, déjà, Google va en tenir compte. Et ensuite, la petite astuce que je vous donnerai pour vous référencer en particulier sur des villes, utilisez l'espace actualité que vous avez dans Google My Business. En fait, dans Google My Business, vous avez la possibilité de faire des posts. Et par exemple, faites un post dédié à la ville que vous voulez cibler. Et si vous ciblez plusieurs villes, faites plusieurs posts. Par exemple, je vais prendre mon exemple. On est à Strasbourg en Alsace et il y a des villes comme Colmar ou Mulhouse ou Metz en Lorraine qui peuvent nous intéresser. En fait, je vais par exemple partager sur Google My Business des articles où moi j'écris et je vais parler d'agence de communication à Metz ou alors agence de communication à Colmar ou alors faire un post en disant voilà, on a créé ça ou on a fait, j'ai tel cas d'école dans le référencement pour un client qui se trouve à Mulhouse. Et donc comme ça, Google va comprendre, va être nourri en fait par tous mes posts et va comprendre que je suis à Mulhouse parce que j'en parle. C'est relativement simple avec Google et avec les moteurs de recherche. Si on ne parle pas d'un sujet, on ne sera pas dessus. Donc l'idée, c'est de trouver des astuces pour mentionner les villes qui vous intéressent. Alors, je vais juste me permettre de prendre la parole parce que je vois plein de questions arriver sur le chat. On a l'habitude d'avoir
beaucoup de participants en live à nos webinaires. Ce que je vous propose, pour que tout le monde puisse avoir bien l'intégralité de la présentation, c'est qu'on laisse, Thomas, aller au bout de sa présentation parce que comme il vous l'a dit, c'est assez dense et je me ferai le relais. On prendra 10 minutes à la fin. Je me ferai le relais des questions. Je vais regarder un petit peu toutes les questions qui vont arriver dans le chat comme vous êtes très nombreux. Et je me ferai le relais de vos questions. Je prendrai les principales et celles qui sont les plus intéressantes pour le plus grand nombre. Comme ça évitera qu'on soit un petit peu coupé par les questions des uns et des autres, voilà, sans aucun problème. Mais en tout cas, voilà, si ça vous va, on laisse Thomas continuer. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chat. Je ne crois pas qu'il y ait d'onglet questions ailleurs de toute façon. Mais voilà, mettez vos questions dans le chat, puis on prendra un temps à la fin pour y répondre. Merci à tous. Ouais, avec grand plaisir. Et donc ça, c'était pour cette partie référencement local. Et il faut se dire en fait qu'il y a dans une optique de conversion, parce qu'en fait, c'est notre but à tous, d'attirer des inconnus, des prospects qui vont visiter notre site internet, arriver à les convaincre, donc c'est-à-dire à convertir, puis à conclure une vente. Et après, une fois que la vente est faite, on va pas faire du one shot, mais réussir à les fidéliser. Donc ça, ce serait ça c'est un peu le parcours qu'il y a par rapport au client. Et pour ça, vous avez des leviers qui vont être différents. Vous avez le référencement naturel, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les publicités. Et donc là, vous avez en fait le détail par rapport à chaque étape en fait de conversion d'un prospect jusqu'à un prescripteur. Quels sont les leviers en termes de marketing qui peuvent vous aider? Et donc, ce qu'on voit, c'est que le référencement naturel va vous aider à toucher des gens qui ne vous connaissent pas. Ça peut aussi vous aider par rapport à vos clients quand ils vont taper votre nom, que votre site apparaisse bien en premier, pas que ce soit parasité par d'autres sites qui seraient plus hauts que vous sur votre nom. En général, c'est assez rare parce que Google arrive à faire la différence, mais ça peut arriver aussi. Des problématiques de branding. En tout cas, un des objectifs du SEO, c'est de vous aider dans la prospection, des gens qui ont des questions et ne savent pas avec qui bosser, qui vous trouvent. Et pour ça, pour avoir du clic, c'est simple, c'est statistique. Sur le web, il faut être premier. Dites-vous que si vous êtes premier, alors cette statistique-là est assez ambitieuse, 39%, vous aurez 39% des clics, c'est quand il n'y a pas de pub, c'est quand on est sur des résultats plutôt clairs. On va dire c'est entre 20 et 40% des clics que vous allez capter quand vous êtes premier. Donc en termes de part de marché, c'est super intéressant. Ensuite, 18% environ. Des fois, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins selon la force de la marque et les accroches que vous avez dans vos textes. Et ensuite 10%. Et en fait, ça diminue très très vite. Dès l'instant qu'on demande à l'internaute de scroller, vous aurez moins de clics. Donc c'est ça tout l'enjeu en fait dans le référencement naturel, c'est d'être sur le podium pour avoir du clic et pour avoir du trafic. Déjà rentrer dans le top 10 et après top 5 et après podium et si possible première place. Il y a aussi un élément à avoir en tête, c'est que de plus en plus d'internautes ne vont pas sur les sites internet. Ils n'ont pas besoin, en fait, pour avoir l'info, parce que Google, en fait, va leur fournir l'info sans avoir à cliquer. J'ai des exemples après ça. Par exemple, si on se dit, voilà, combien de temps il faut pour cuire un œuf dur, vous tapez ça dans Google, Google vous affiche directement la réponse, pas besoin d'aller cliquer sur un site internet. Donc, il y a des extraits optimisés qui existent avec Google. De même, si vous dites c'est quoi les horaires de Decathlon, c'est quoi les horaires d'Hémisphère Web, c'est quoi les horaires de l'ADI, Google, il va vous sortir la fiche Google My Business, en fait, pour ça. Donc, en fait, vous n'aurez pas de clic, pas besoin de cliquer pour ça. Mais comme c'est pour fournir de l'information, à la limite, c'est pas très grave. Mais il faut en avoir compte, en fait, qu'il y a beaucoup de recherches, il y a 25%, un peu plus, des recherches sur le web qui se font sans clic. Et il y a un deuxième élément, quand vous avez un site internet qui a à prévoir un peu psychologiquement ou en termes de statistiques et même en termes de stratégie aussi, c'est qu'il y a quasiment dans tous les pays du monde, Google a déployé des résultats IA qui arrivent. Donc, par exemple, là, j'étais en Italie pendant les vacances de février. Je cherche un endroit pour me garer. C'est en fait Google qui me donne un résultat IA. Pas besoin d'aller sur les sites internet pour avoir l'information. Et donc, Google aimerait beaucoup déployer le résultat Gemini IA sur
Ici en France, ils ont des petites problématiques avec la presse française, mais c'est en test et ça devrait se déployer bientôt. Ce qu'on a vu aux États-Unis, en Angleterre, partout où les résultats IA de Google sont déployés, c'est que votre site Internet perd des visites informationnelles. Après, les gens qui veulent du business, qui veulent contacter un pro, ils seront obligés d'avoir votre téléphone, ils seront obligés d'aller sur votre page contact. Ou s'ils veulent commander en ligne, ils sont obligés d'aller sur votre fiche produit. Ça, ils sont pas perdus. Par contre, dans les résultats IA, c'est l'IA de Google qui va capter des clics à la place de votre blog. Donc, vous aurez mécaniquement en fait une laisse. Et pour des sites où il y a beaucoup de visiteurs pour de l'information, ils peuvent perdre entre 30 et 60% de visites. Donc, c'est assez important. Donc, voilà un peu pour les statistiques du SEO. À retenir, il faut être premier dans Google. Le SEO, donc, c'est le référencement naturel. Plus on est haut, plus notre pourcentage de part de marché sera important en termes de clics. Et se poser la question de la requête, en fait, l'internaute, quand il tape son mot-clé, derrière, est-ce qu'il veut plutôt faire du business ou alors est-ce qu'il veut de l'information? Ça va être important. Et donc, quand on travaille en référencement naturel, il n'y a rien de magique. En fait, on a une méthode, on a une procédure pour ça. Et déjà, votre premier levier, on aime bien le mettre en premier, c'est le contenu. C'est du texte, du texte, du texte. Et encore plus du contenu pertinent et de qualité à l'heure des IA. Je en reparlerai aussi un petit peu tout à l'heure. Mais c'est vraiment important pour vous d'avoir des contenus personnels, personnalisés, qui se différencient des autres avec votre expertise, avec une expérience unique. Ça impactera votre référencement. Ensuite, il faut forcément, le référencement, c'est des robots qui vont scanner votre site, qui vont extraire les données et des algorithmes qui vont analyser vos données. Donc, c'est un peu mathématique et c'est informatique. C'est robotisé. Donc, la partie technique structure de votre site, il faut que votre site il puisse se charger déjà rapidement. Parce que si vous avez un site qui est super lent, le robot, il va mettre du temps à télécharger vos images qui seront énormes. Donc, il faut que les images soient compressées. Il y a plein de choses à faire. En tout cas, il faut que votre site il soit propre d'un point de vue conception technique. Ensuite, vous avez les liens. Les liens, qui est un énorme levier aussi en référencement, au même titre que le contenu. Vous avez les liens externes, c'est ce qu'on appelle les backlinks. J'en parlerai aussi tout à l'heure en fin de webinaire. Les backlinks, en fait, c'est les mentions que vous pouvez avoir sur le web avec d'autres sites Internet qui mettent des liens vers vous. Et aussi les liens entre vos pages en interne. Ça, c'est pareil. C'est un levier à ne surtout pas négliger. Et après, un signal qui est pris en compte de plus en plus par Google, ça va être l'expérience utilisateur. Il faut dire qu'en gros, dans l'algorithme de Google, ils ont quand même plus de 1200 critères d'analyse, avec certains critères auront un poids très très faible et d'autres critères qui auront un poids qui sera relativement important. Donc déjà, point numéro 1, travaillez vos contenus, de la qualité. Vraiment, faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Si vous demandez à ChatGPT de vous sortir un contenu générique, Google, il va pas l'indexer. Il y aura peu de chance. Sauf si vous êtes le seul à parler du sujet. Mais maintenant, sur le web, quasiment tous les sujets ont été abordés. Donc, pour se différencier, il faut de la plus-value. Donc, par rapport à ça, partez de l'internaute, partez du mot-clé. Il faut que ce soit déjà pertinent. Il faut parler de son activité. Et mon sujet, est-ce que ça va me permettre de toucher ma cible? Ensuite, il y a la question du volume de recherche. Est-ce que je vais aller sur des mots-clés, des requêtes en fait de niche, ou alors est-ce que je vais aller sur des termes très très génériques? Voilà, des fois on peut lancer ces stratégies-là en même temps en se disant, dans un premier temps, je vais aller sur des recherches hyper locales et très très du coup très très nichées, donc un peu moins concurrentielles, moins de volume aussi, mais pour me positionner. Et puis après, je vais essayer d'attaquer des gros mots-clés. Et au niveau de la concurrence, justement, est-ce que quand je tape le mot-clé, qui est-ce qui ressort? Est-ce que si je vends des produits, est-ce que ça va être Conforama, But, Castorama, Amazon qui ressortent? Auquel cas, je vais me dire, ça sera peut-être un peu compliqué. Ou alors, est-ce que c'est des concurrents locaux qui ont à peu près la même taille d'entreprise que moi, des freelances qui ressortent? Et donc ça permettra déjà de voir est-ce que c'est dur ou pas de se référencer sur ça. Donc, pour ça, vous avez des outils, dont des outils français qui peuvent vous aider à vous donner des statistiques. Il y a Rédiger sans migraine, il y a Doki.
Aussi, par exemple, Doki, on l'utilise, ça nous donne un mot-clé, le volume de recherche, des mots-clés supplémentaires, et après, ça va nous aider dans la rédaction. Il y a RAW Explorer aussi. Et après, vous pouvez trouver sur Google Trends, par exemple, c'est gratuit. Google Trends, vous tapez un mot-clé très générique et vous verrez si c'est un mot-clé qui est à la mode et qui se développe au fil du temps ou pas. Les Google Ads aussi, avec le Keyword Planner, SEMrush, Answer the Public, Ubersuggest, Ahrefs et ainsi de suite. Il y a pas mal d'outils qui vont vous donner des mots-clés et les volumes de recherche, en fait, en face des mots-clés concernés. Et donc, une règle d'or en SEO qui fonctionne plutôt bien quand on n'est pas spécialiste ou qu'on veut se lancer un peu dedans, ça va être d'avoir un raisonnement, un mot-clé, donc une requête, une page. Comme ça vous permettra d'avoir des pages très spécialisées, très fortes, et ça vous permettra de mieux vous référencer, parce qu'en fait, Google, vous commencez à le comprendre, il n'aime pas le contenu générique. Il aime bien des contenus spécifiques, des contenus rédigés par des experts. Et donc, pour ça, il faut pouvoir montrer votre expertise à travers une page relativement spécialisée. Donc, toujours se dire aussi, ma page, ça va être quoi l'intention? Est-ce que je fais un article de blog pour parler de choses très informationnelles, comme sur le savon, pour le psoriasis, le visage, l'eczéma? Tout ça, je vais pas l'aborder en fait sur ma page produit où je vais dire que je vends des savons à 5 €, par exemple. Voilà. Mais par contre, je vais faire des liens entre les pages. Et cette mécanique, une page, un mot-clé, souvent, ça évite quand même de faire plutôt des erreurs par rapport à ça. En tout cas, c'est une bonne approche. C'est une bonne approche. Et ça évite aussi après que ça se cannibalise avec des contenus qui se chevauchent de trop. De même, vous pouvez miser sur ce qu'on appelle la longue traîne, en fait. Parce que l'internaute, c'est très très rare qu'il tape juste savon dans Google. En fait, il va préciser ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut du savon au lait d'ânesse, ici, comme dans l'exemple, et puis même, il va peut-être mettre Paris, Alsace, Marseille, Bordeaux, ce que vous voulez, en fait. Donc ces recherches, en fait, de longue traîne, c'est quand l'internaute, il va préciser sa question et ça va dépasser, en gros, les 3 mots dans la recherche. Et de plus en plus de gens, en fait, font des questions dans Google. Et donc pour ça, pour pouvoir répondre à ces questions très précises, il faut des articles très précis. Et souvent, plus la recherche est longue, moins ce sera concurrentiel. Donc, au niveau de la méthode, faites votre liste de mots-clés. Dites-vous, OK, moi, je vais me positionner sur ce mot-clé, ce mot-clé, ce mot-clé. Et ensuite, dites-vous, OK, par rapport à ces mots-clés-là, je mets quoi comme page en face? Est-ce que c'est une page produit, une page service? Est-ce que c'est un article de blog? Et mon article de blog, il va traiter de tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, on était un peu sur la stratégie de mots-clés, en se disant, voilà, je vais utiliser des outils sur Internet, gratuits ou payants. Des fois, ils ont des formules aussi intermédiaires, freemium, pour choisir mon mot-clé, l'intention de recherche, et ensuite, je vais rédiger. Et donc, pour ça, il faudra que votre page, elle soit structurée. Et donc, quand vous avez une page existante ou une nouvelle page, il y a toujours des choses auxquelles il faut penser pour le référencement. Déjà, un titre. Mettez dans votre titre principal, c'est ce qu'on appelle le H1, ici, dans votre titre principal. Ce qu'il faut, c'est mettre absolument le mot-clé. Ensuite, vous aurez des sous-titres. Mettez des déclinaisons du mot-clé, de temps en temps le mot-clé, on ne spamme pas trop. Renseignez les balises alternatives des images. Faites du texte. Google a besoin de texte. C'est super important. Ensuite, du lien et ce qu'on appelle les métatitres et les métadescriptions. Je vous montrerai ça juste après. Donc déjà, vous êtes sur votre page, il y a plein de petites choses à voir. C'est la liste que je vous ai donnée. Vous avez une image, vous avez un site WordPress, allez dans l'image dans WordPress, dans les médias, et vous renseignez ce qu'on appelle le texte alternatif. Ça permettra de mieux référencer l'image. C'est des mots-clés qui sont pris en compte dans le référencement. Le titre principal a un poids énorme dans le référencement. J'avais le cas d'une agence immobilière qui est du côté de Mulhouse. En gros, ils étaient dans le top 3, top 5 sur agence immobilière Mulhouse. Et dans une refonte de site, ils enlèvent le mot Mulhouse du titre H1. Ils sont passés 50e. Donc, ils ont remis ensuite le mot-clé, quand je leur ai dit, ils ont remis le mot-clé Mulhouse dedans. Ils sont revenus
dans le top 10 très rapidement. Donc, ce que vous mettez dans votre H1, titre principal, c'est super important. De même, votre fil d'Ariane, essayez d'avoir des URL qui sont propres avec les mots-clés dedans. Dans votre texte, répétez de manière régulière, mais sans spammer le mot-clé. Et faites aussi des liens entre des pages qui parlent du même sujet. C'est ce qu'on appelle les liens internes. De même, vous pouvez soigner votre résultat tel qu'il apparaît dans Google. Quand vous faites une recherche Google, il y a toujours pour un site internet une URL qui apparaît, donc d'où l'importance d'avoir une URL qui est propre, mais aussi vous pouvez personnaliser votre titre et les 2 lignes de description qui apparaissent, et même des fois encore les petites étoiles et tout ça. C'est ce qu'on appelle le métatitre ou le title pour le titre qui apparaît dans Google et la métadescription. Pareil, ça, c'est des choses qui se personnalisent page par page, dans lesquelles vous devez mettre les mots-clés. C'est super important et ça a un fort impact, surtout le métatitre. Google l'a toujours dit, ça fait partie en gros des éléments dans le top 3 de l'algorithme, en fait, les mots-clés que vous mettez dans le métatitre. Et petit parallèle avec les IA, des fois les IA, elles prennent pas le temps de visiter votre site. Ce qu'elles vont extraire, ce sera les résultats enrichis, métadescription, métatitre. D'où l'importance, en fait, de mettre déjà le sujet de votre page dedans. Et votre mot-clé principal doit absolument apparaître là-dedans. Et donc ça, selon les sites internet que vous utilisez, WordPress, Wix, un site ou du PrestaShop, du Shopify, tout ce que vous voulez, vous avez tout le temps des petits modules que vous pouvez installer pour personnaliser title, métadescription, page par page. Au niveau du point technique, quand je fais un audit technique pour les clients, j'ai quasiment 100 points de contrôle. Là, on va aller sur l'essentiel. Déjà, votre site, il faut qu'il soit HTTPS. C'est la base. Il faut qu'il soit conçu pour mobile et aussi pour ordinateur et pour tablette. Donc ça, parce que dites-vous que le robot Google, 9 fois sur 10, ce sera un robot configuré pour les smartphones qui va visiter votre site internet. Ce ne sera pas les ordinateurs de Google qui vont visiter votre site internet et extraire les données. Ce sera comme si c'était un mobile qui naviguait à travers votre site internet dans Google. Ensuite, rapidité de chargement, ça forcément, hein, plus votre site va se télécharger rapidement, mieux ce sera pour l'internaute et aussi pour les moteurs de recherche. Pour ça. La rapidité de chargement, justement, vous pouvez la checker avec Page Speed Insights. C'est un outil gratuit de Google. Vous collez une URL, Google va vous mettre une note avec des recommandations. Des fois un peu techniques à comprendre, mais c'est toujours bien de se dire ok, est-ce que mon site est lent ou est-ce que mon site est rapide de manière impartiale. Voilà, donc les conseils dans les grandes lignes. C'est déjà supprimé. Si vous avez des sites WordPress et autres, toutes les extensions, tous les plugins que vous n'utilisez pas, essayez d'avoir un site qui est léger. Évitez les erreurs forcément dans votre site. Compressez aussi au maximum tous les fichiers que vous avez. Choisissez des serveurs performants. Si vous allez sur des serveurs en général, les formules personnelles dans les hébergements, dès que vous avez 5-10 connexions d'un coup, ça peut être un petit peu difficile. Donc, regardez chez les hébergeurs français pour avoir souvent des hébergements intermédiaires. En général, c'est plutôt mieux. Et puis après, du premium si vous pouvez, mais ça va jouer. Puis mettez aussi en cache. Installez des fois des plugins de mise en cache et autorisez la mise en cache de votre site. C'est une fois que l'internaute a visité votre site, son navigateur va mémoriser en fait les images et tout. Et comme ça, quand il revient, ça s'affiche instantanément. Donc, pour compresser les images, ça va être soit en utilisant des plugins qui peuvent le faire, donc des composants à l'intérieur de votre site internet, ou alors vous utilisez des outils en ligne de compression d'images ou des logiciels pour compresser les images avant de les télécharger. Donc ça peut être toujours un peu de travail, mais vraiment, ça vaut le coup de le faire. Pensez à l'expérience utilisateur, la manière dont les gens vont visiter votre site. Ça, c'est super important. Et dites-vous, allez, si vous êtes en B2C, donc si votre cible finale, c'est des particuliers, vous aurez au moins 60% de visites sur mobile. Si vos clients, c'est des industriels, vous aurez 30% de mobile et 70% en fait d'ordinateurs de bureau qui vont visiter. Donc, ça dépend de la cible
et vraiment penser mobile. C'est tellement facile, en fait, avec son smartphone, de le sortir. On discute avec des amis. Ah ouais, t'as entendu parler de cette entreprise? Oui, ok, je regarde. Je vais sur les réseaux sociaux et je vais sur le site internet de l'entreprise avec le smartphone. Donc voilà. Et même des fois, quand on est dans un magasin, on a tendance à sortir son smartphone aussi. Mais dites-vous, vous faites un site internet, mais en fait, il n'y a même pas à se poser la question, il faut qu'il soit responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte aussi bien au mobile qu'aux ordinateurs. Pensez les deux, pensez mobile, vraiment, n'oubliez pas ça. Quand vous faites des maquettes, quand vous visitez le site, en fait, faites-le aussi de temps en temps avec votre téléphone. Un point un petit peu plus technique, même si là, de se dire, bon, OK, on compresse des images, ça peut être technique. Qu'on parle de H1, c'est-à-dire le titre principal, ça peut être technique aussi. De meta title, description, les liens, c'est stratégique en fait. Voilà, je cherchais le terme pour ça. Déjà, vous avez des liens que vous pouvez maîtriser à l'intérieur de votre site. Ce sera les liens internes, c'est-à-dire que vous allez faire des liens d'une page à l'autre avec des petits liens cliquables. Ça va aider les moteurs de recherche à visiter votre site. Si vous ne faites pas de lien entre vos pages, vous aurez des pages orphelines qui seront peut-être jamais trouvées par les moteurs de recherche. Alors, le moteur de recherche pourra peut-être le trouver par un fichier sitemap si vous en générez un. Mais dites-vous que le robot, il arrive sur votre site et ensuite le comportement d'un robot, d'un crawler, ça va être de cliquer sur les liens qu'il trouve. Et ensuite, du coup, il va basculer sur une page. Il va scanner, extraire. Ensuite, il va cliquer sur les liens qu'il trouve dans la page et redécouvrir d'autres pages à l'intérieur de votre site. Plus il doit faire des clics pour accéder à des pages, moins il y a de chances qu'il les trouve. Et de même, des pages qui ne reçoivent pas de lien en interne, ça risque d'être des pages orphelines qui ne seront jamais vues par les moteurs de recherche. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il vous faut un maximum de liens entrants. Google a dans son algorithme quelque chose qui s'appelle le PageRank, qui a été créé par Larry Page, en fait, un des fondateurs de Google. Et ils ont, en 98, déposé un brevet là-dessus. Donc, il y a rien de secret, en fait. C'est assumé par Google depuis le départ que c'est dans l'algorithme. L'algorithme de Google va compter combien de liens vous recevez sur le web. Et ensuite, vous mettre une note en fonction des liens que vous recevez. C'est le principe de qui se ressemble, s'assemble. Je suis une agence de communication et je reçois des liens de la part d'autres SEO, de blogs qui parlent de SEO, de communication, de marketing. Ça voudra dire que je suis connu, entre guillemets, donc on peut me faire confiance et Google va me faire remonter. Par contre, si je reçois que des liens de sites étrangers de spam, Google va se dire, on peut peut-être pas trop lui faire confiance parce qu'il reçoit des liens de sites pirates. Voilà. Donc, pour vous, en fait, tout l'enjeu, ça va être de recevoir des liens par rapport à ça. Et donc, Google, en fait, quand il visite le web, il va référencer tous les liens et lister tous les liens et toutes les connexions entre tous les sites pour faire un espèce de mapping géant, plus donner des notes en fonction des liens qu'on reçoit. Donc, travailler les liens entre vos pages et vos articles, ça, c'est la première des choses déjà pour l'internaute. Ça lui facilite la navigation, c'est plus facile à trouver. De même, il y a la notion d'autorité. Plus une page sur votre site internet va recevoir de liens, plus le moteur de recherche va se dire c'est une page d'autorité, donc je la référence mieux. Comment acquérir du coup de ces liens externes? Le terme technique, c'est backlink en anglais. En fait, c'est des liens entrants. Ça veut dire que, par exemple, là, je fais un webinaire pour l'ADI. Je suis en lien avec les Folies Web. Sur mon site Hémisphère Web, en fait, dans mon espace blog, je vais peut-être faire un post à un moment, un article de blog en disant, voilà, j'ai eu la chance de faire un webinaire pour les Folies Web et l'ADI. Et sur le Folies Web et ADI, je vais mettre un lien pour que l'internaute puisse trouver leur site. En fait, ça va les aider en termes de référencement. Et de même, si après l'ADI parle de moi, et sur le mot-clé spécialiste du référencement naturel, met un lien qui redirige vers mon site, ça va être super fort et super pertinent pour Google, et Google va mieux me référencer sur spécialiste du référencement naturel. Donc, en fait, quand vous avez des liens, il y a des liens de différentes qualités quand vous vous inscrivez dans des annuaires. C'est le premier niveau de lien. Faites-le, inscrivez-vous dans tous les annuaires pertinent qui parle de votre sujet que vous pouvez, mais à chaque fois, vous ne pourrez pas personnaliser l'encre. Ça va être visiter ce site internet ou cliquer ici.
Donc, ce sera du lien, mais ce ne sera pas du lien thématisé. Si vous pouvez contacter des partenaires, vous avez un fournisseur, vous travaillez avec un tel, ils ont un site internet, ils peuvent très bien à un moment donné vous mentionner en mettant un lien. Par exemple, c'est ce que font beaucoup les associations en disant nos sponsors. Si une association voulait aider, par exemple, je sais pas, une association sportive, je suis dans un club de course à pied, mon club de course à pied, si je suis, si il a un sponsor qui a un supermarché, par exemple, il peut mettre à un moment dans la rubrique sponsor le logo du supermarché avec le lien vers le supermarché. Ça va faire un backlink pour le supermarché en question. Mais si, en plus de ça, ce lien, c'est pas seulement un lien sur une image, mais en plus, il va mettre une petite phrase en disant vous pouvez faire les courses dans tel supermarché à Strasbourg, et supermarché à Strasbourg avec le lien qui renvoie vers ce supermarché-là, lui va se référencer sur supermarché à Strasbourg. Après, voilà, vous pouvez trouver des liens, en acheter auprès de blogueurs. Il y a des plateformes aussi d'achat de liens qui existent. Par contre, vraiment, faites attention avec l'achat de liens quand c'est pas naturel. Google peut vous bannir des résultats. Google a un filtre anti-spam dans son algorithme pour exclure les sites qui auraient des profils de liens qui ne seraient pas naturels. Donc, si ça se fait d'acheter des liens sur le web. Par contre, si ces liens, si vous abusez en fait de ça, vous pouvez être pénalisé par Google et votre site peut disparaître de Google. Ils ont un filtre anti-spam par rapport à des backlinks qui seraient faux. Voilà. Donc ça, c'était pour cette petite partie achat de liens. Ensuite, il y a la question de c'est quoi un bon contenu SEO. Donc, un bon contenu SEO, c'est déjà quelque chose qui va répondre à une question, à un utilisateur et à son besoin. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, ça va être la longueur. En fait, Google, il a besoin, les moteurs de recherche, les IA, des fois, ont besoin de mouliner de l'information. Si vous faites juste un petit paragraphe, vous ne serez pas référencé. Si vous êtes sur des thématiques concurrentielles, faites des articles longs, 1500 mots minimum. Si vous êtes sur de la longue traîne et de la niche, en fait, des mots-clés très spécifiques, pas besoin de faire du format long. Mais si vous voulez attaquer un mot-clé concurrentiel, il vous faudra faire certainement un gros pavé avec une belle page pilier qui aborde tous les aspects de la chose. Faut que ce soit adapté à la lecture sur mobile, donc faut que ce soit plutôt sympa dans la mise en forme, responsive et ainsi de suite. Avec des phrases courtes, compréhensibles. De même, faire de l'autorité aussi, montrer que c'est vous l'expert. Pour ça, vraiment faites attention avec les IA. Quand vous générez du texte, c'est de l'agrégation, c'est de la soupe dans un premier temps. Donc, si vous faites avec IA, repassez derrière, réoptimisez, mettez vraiment votre touche personnelle pour tout ça. Le référencement local, pour revenir dessus, c'est super important. Pensez déjà.fr. Ça, c'est, vous avez un site internet, prenez le .fr. Ce sera une extension avec laquelle il ne peut pas y avoir d'erreur. En fait, il y a un bon accompagnement. C'est sécurisé. Ça indique à l'internaute que vous êtes en France. Donc ça joue. Si vous prenez du .com, ce sera générique. Si vous prenez du .fr, on sait que vous êtes hébergé et géolocalisé en fait en France. Et même essayer ça. Après, si le .fr n'est pas disponible, vous avez d'autres extensions. Vous avez du .pro. Nous en Alsace, il y a le .alsace et ainsi de suite, du .net, tout ça. Google considère ça, va le mettre au même niveau que le .com en fait. Donc, ce sera moins spécifique. Voilà, ce sera un peu plus généraliste. Des fois, on peut changer l'image qu'on donne, .eu, .com, .fr. Ça peut être des petits arbitrages en termes de marketing, mais dans tous les cas, réservez le .fr pour que personne ne vous le prenne aussi. Parce qu'il peut y avoir du cyber-squatting, des sociétés qui achètent des trucs à votre nom, ils ont le droit. S'ils sont en France pour le .fr. Et après, ils peuvent mettre des blocs dessus et ça peut être embêtant. Pensez forcément aux mots-clés locaux. Si vous êtes à Nantes, rajoutez Nantes vraiment dans votre titre, dans votre texte. Il faut que ça apparaisse pour qu'on puisse vous géolocaliser et sans comprendre, juste en regardant les villes, comprendre où vous êtes. Votre fiche établissement, pour revenir un peu dessus, donc ça va être la fiche Google My Business, c'est le nom du logiciel Google pour ça, qui va vous permettre d'apparaître dans
Google Maps. Donc, on peut parler aussi de fiche Google Maps, mais l'interface de gestion, ça s'appelle Google My Business, créez-en une. C'est gratuit. C'est indispensable, ça vous permettra de récupérer les avis clients, de personnaliser, mettre des photos aussi, personnaliser vos horaires, vos coordonnées, des liens utiles, et comme je vous le disais aussi, de publier des actualités pour vous référencer sur des mots-clés en particulier. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le local pack. Et dans cet algorithme de Google My Business, en fait, dans les Google Maps, c'est un algorithme un petit peu différent. Ça a sauté. Je vais juste revenir sur la présentation ici. Voilà. Donc, c'est un petit algorithme différent qui va tenir compte des avis. Et donc, essayez de récolter régulièrement des avis. Que vous ayez 3,5 de moyenne ou 4,9, ça ne va pas jouer pour Google. Google dit qu'en fait, alors sauf si d'un coup vous avez plein d'avis négatifs ou alors plein d'avis positifs, ça peut paraître suspect, toujours les extrêmes, mais en fait, après, ce qui va compter pour Google, c'est avoir un flux régulier d'avis, de répondre aux avis, de répondre aux commentaires pour montrer en fait que vous vous préoccupez du client. Et pour Google, en fait, une bonne fiche, bon, c'est déjà une fiche, il n'y a pas des mauvaises notes, donc qui sera supérieure à 1, 2, 3, on va dire, et ensuite qui a un flux d'avis régulier. Mais après que vous ayez 4,2 ou 4,5, ça ne va rien changer dans votre classement. Et un sujet qu'on a tous en tête, ça va être l'IA et le GEO pour ça. Donc, le GEO, quand on parle de GEO, c'est Generative Engine Optimization. Ça veut dire c'est l'optimisation des outils génératifs. Donc, en fait, c'est l'optimisation des IA. Comment apparaître dans ChatGPT? Comment apparaître dans Perplexity, dans Claude? Comment ça se fait que mon concurrent apparaît et pas moi? Alors déjà, il vous faut un site préstructuré, bien structuré. Il vous faut aussi beaucoup de contenu pour montrer votre expertise. Il faudra aussi des mentions sur le web. Il faudra des réseaux sociaux qui sont actifs. Aussi, l'IA va prendre énormément de signaux périphériques. Tout comme Google, mais souvent, c'est un point inférieur dans les algorithmes comparé à ça. Donc déjà, la première des choses, c'est statistique. Les gens qui utilisent ChatGPT, ça se fait pas au détriment de Google. Les utilisateurs de ChatGPT utilisent toujours autant Google. Aux États-Unis, ils ont un peu plus de recul que nous et il y a plein de statistiques qui montrent ça. Alors, c'est vrai qu'on entend des fois le SEO, il est mort. Ça, c'est la blague là, je l'entends depuis 15 ans. Non, en fait, clairement, ça évolue. Les algorithmes de Google évoluent en permanence. Le travail que je faisais en SEO il y a 15 ans, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, c'est plus tout à fait le même. Il y a des bases, forcément. Mais en fait, on doit s'adapter en permanence. Et donc, avec les IA, on aura déjà un peu une approche relativement similaire par rapport à ça. ChatGPT en train d'intégralité des fonctions de shopping aussi pour faire des achats, bientôt des fonctions publicitaires aussi. Et donc, il y a des enjeux en termes de business. C'est pour ça que c'est important maintenant de commencer à réfléchir aussi IA. C'est parce que vous avez préparé l'avenir. Là, ils ont passé les 100 millions d'utilisateurs. En France, il y a beaucoup qui utilisent ChatGPT. Moi, je le vois en fait sur mon panel de clients en termes de conversion. ChatGPT, ça va représenter 3% du trafic. Pour ça, donc il faut se dire qu'il y a encore 90% du trafic, c'est fait par Google. Donc vraiment, ne délaissez pas les moteurs de recherche, mais rajoutez, si vous le pouvez, la petite brique IA. Ça pourrait être très intéressant. Surtout que Google va arriver avec les IA Overview. Les IA Overview, c'est on fait une recherche dans Google et Google nous met déjà une réponse si on est sur de l'informationnel. C'est pas encore dispo en France, c'est partout en Europe quasiment. C'est partout dans le monde, c'est dans plus de 150 pays dans le monde, mais la France est le petit village gaulois par rapport à ça. Si vous êtes un éditeur de magazine avec beaucoup de gens qui font des recherches et qui viennent visiter votre blog, là, en fait, le taux, la perte de visiteurs va être énorme. Ça, c'est clair et clairement, il faut s'y préparer. Après, sur les sites
À contenu classique, forcément, la visibilité, elle va un peu diminuer par rapport à ça. Donc, l'enjeu, c'est aussi d'apparaître un peu plus dans l'IA. Mais pour ça, il faut déjà un bon référencement avec un bon site. Je dirais bon référencement en premier, et ensuite la brique IA par-dessus pour affiner et personnaliser. Donc, il y a des sources aussi pour les IA. Il y a Reddit, qui est un gros forum aux États-Unis, où l'IA s'est beaucoup entraînée avec tous les commentaires des gens et tous les échanges dans les forums. LinkedIn, animez votre page LinkedIn, faites-la vivre, rajoutez du contenu. Vraiment, ça va jouer. Wikipédia, mais là, c'est difficile pour des petites entreprises d'apparaître dans Wikipédia. Mais vous aurez Wikidata qui existe, des sites comme Medium où vous pouvez publier des articles en ligne en vous créant un compte de blogueur gratuit dans Medium. C'est des choses qui peuvent se faire en publiant des vidéos YouTube aussi. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle les LLM, en fait, ben, c'est les moteurs de recherche, pour faire simple. Et si vous voulez mieux vous référencer en GEO, déjà, il faut être cité par des sources d'autorité, donc arriver à se faire citer par des sites qui ont de l'expertise. On retrouve un peu les backlinks, en fait, les liens externes. Hein. C'est ça, il faut que ce soit les autres qui parlent de nous. Ensuite, il vous faut des stats. Si vous dites « je suis la meilleure agence de communication » ou le meilleur SEO de France, ah, ça va pas parler. Par contre, si vous dites je suis SEO depuis 15 ans, j'ai plus de 100 cas clients différents à mon actif et sur tel mot-clé, je suis arrivé premier, ça, c'est des statistiques que les IA adorent. Ou alors, en moyenne, je fais progresser de 30% les clics de mes clients. Voilà. Ou j'améliore les conversions de 3%, 5%. Ça, c'est des choses qui parlent aux IA. Aussi, les IA, elles aiment bien les contenus frais. Donc, parler des tendances 2026. Vraiment, mettez à jour aussi vos vieux articles et les données structurées. Là, c'est un peu plus technique, mais c'est bien coder vos prix, encoder vos avis, les dates et ainsi de suite. Donc, tout ça. Voilà, donc là, on a fait le tour. Il nous reste encore une dizaine de minutes pour répondre à vos questions, qui ont été nombreuses. Je vous remercie. C'est toujours intéressant d'échanger par rapport à ça. Et donc on peut rester en contact, hein, bien évidemment. On est là toujours pour parler performance, pour parler résultats. Donc, vous avez mon mail ici, thomas@hemisphèreweb. Il y a mon QR code pour du LinkedIn. Et donc, c'est toujours avec plaisir qu'on répond à toutes les questions, à tous les mails. Et après, s'il faut aller plus loin, c'est avec plaisir pour échanger avec vous. Voilà. Top, merci beaucoup Thomas pour cette présentation. Tout à l'heure, il y avait un petit peu d'écho, on m'a dit pendant que je parlais. Est-ce que tu peux éventuellement couper ton micro peut-être pendant que je parle pour voir si ça améliore les choses? Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Super, merci beaucoup Thomas. Bon, pour la partie questions-réponses, ça va être un petit peu difficile, mais on switchera l'un et l'autre quand on ne parlera pas. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que les uns et les autres, vous avez appris pas mal de choses. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions, comme tu le disais. Juste avant qu'on prenne un temps pour y répondre, je me suis noté plein de petites choses pour pas avoir à revenir dans le chat. J'avais 2-3 petites informations à vous donner. Je vais vous partager tout de suite dans le chat. Il y a eu beaucoup de questions sur est-ce qu'il y aura un replay, est-ce qu'il y aura le support de présentation, etc. Bonne nouvelle, c'est oui à toutes ces questions. Je vais vous partager tout de suite dans le chat le lien vers l'enquête de satisfaction. Pour tous nos événements, on fait une enquête de satisfaction qui va vous permettre de nous donner votre avis déjà. C'est très important pour nous d'avoir vos retours sur nos événements. Et surtout, ça va vous permettre de récupérer le support de présentation que Thomas vous a présenté aujourd'hui. Donc, comme ça, vous pourrez y revenir à tête reposée. Je vous partage le lien dans le chat et il me semble que vous allez le recevoir aussi par mail directement via l'ADI. Caroline le confirme. C'est une petite enquête de satisfaction qui est vraiment très courte et si vous la complétez en entier, vous allez recevoir un mail avec le support en PDF dans les 24 heures à peu près qui suivent le webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et c'est dans cette enquête aussi que vous pouvez demander à être recontacté par Thomas. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont dit
qu'elles étaient complètement perdues, que du coup elles étaient, preneuses de contact de personnes, pour, approfondir tout ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour, échanger éventuellement avec Thomas, voir comment il pourrait vous aider, n'hésitez pas à remplir cette enquête de satisfaction. Et puis je voulais vous parler de 3 petites choses, très rapidement, pardon, 2 petites choses. Je vous en ai parlé en introduction, donc nous, les Folies Web, on organise des formations, sur toutes les thématiques du numérique et de la présence en ligne. Si jamais vous êtes intéressé, c'est aussi dans l'enquête de satisfaction que ça se passe. Vous avez juste une petite case à cocher en disant, «Je souhaite être, recontacté par quelqu'un pour m'aider à investir mon CPF», puisque nos formations sont, finançables par vos CPF ou par les OPCO pour ceux qui sont salariés d'entreprises, qui ont des OPCO. Et puis une dernière chose, on a lancé une communauté, Foliweb, une plateforme d'entraide et de réseautage entre entrepreneurs. On a une bonne nouvelle puisque depuis quelque temps, on a une version gratuite, avec, accès à des bons plans, des modèles, un espace d'échange avec d'autres membres de la communauté et des ressources très concrètes. Donc si vous souhaitez regarder un petit peu cette communauté dans sa version gratuite, pardon, je vous partage le lien dans le chat. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez aussi une version, premium avec des lives exclusifs, tous les replays de nos événements, un annuaire des membres et une hotline pour poser vos questions, un petit peu tout le temps. Le tout dans un vrai espace d'échange entre entrepreneurs. Donc je vous laisse regarder ça à tête reposée. Voilà, on va passer à la partie, questions-réponses. Sur la partie, replay vidéo, Caroline, je te laisse peut-être répondre à la question, de quelle manière, je crois que c'était pas très clair pour tout le monde, de quelle manière les gens pourront, revoir le replay? Oui, oui, alors tout vous sera envoyé par mail, comme le lien vers le questionnaire de satisfaction. Vous aurez un lien, vers, le replay. Voilà, on a tous, vos adresses mail, il y a pas de souci sur ça. Top, merci beaucoup. Et j'ai vu qu'il y a des, questions aussi sur l'ADI. Est-ce que vous proposez d'autres formations gratuites un peu plus poussées, moins orientées découverte? Je te laisserai peut-être reprendre la parole, après, les questions concrètes sur le webinaire. Alors, il y a eu énormément de questions. J'ai essayé de regrouper ça un petit peu par rubrique et puis tu as donné beaucoup de choses dans le webinaire, donc désolée si je te fais répéter, mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui étaient moins claires. On va revenir sur un premier point qui est beaucoup revenu en démarrage du webinaire et c'est drôle parce que c'est pas souvent un point qu'on a l'habitude de voir. Alors c'est peut-être, spécifique à la communauté ADI, je sais pas. Mais en tout cas, il y a pas mal de questions qui sont revenues sur les sites qui sont faits, avec l'outil Canva, et sur, qu'en est-il du référencement, via, sur ces sites-là? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors, j'ai pas beaucoup de recul par rapport à Canva parce que ça reste très très rare par rapport à ça, mais en général, c'est des sites qui sont pas trop optimisés pour le référencement. Donc, le conseil, c'est vraiment vous focaliser sur les bases, c'est-à-dire les titres, le contenu, title, métadescription, ça. J'ai voilà, en fait, c'est ça que je pourrais dire par rapport à Canva, parce que là, j'ai pas eu de mission, par exemple, récente sur du référencement, en particulier par rapport à Canva. Avant Canva, en fait, il y avait des sites qui pouvaient être générés par Adobe et compagnie. Souvent, il fallait quand même qu'on repasse derrière pour nettoyer un petit peu le code, parce que c'était pas forcément très très optimisé. Donc, je dirais la chose à faire, c'est essayer de lancer un crawl. Il y a des outils comme Screaming Frog, par exemple, qui existent. Screaming Frog, c'est un outil gratuit de crawl qui peut visiter 500 URL et voir en fait s'il arrive à bien visiter votre site et s'il y a des erreurs qui remontent ou pas par rapport à ça. Et donc, bon, s'il n'y a pas d'erreur qui remonte, c'est que c'est bon, quoi, en fait. Il n'y a pas plus à réfléchir. Mais souvent, Moi, j'avais vu passer, récemment, j'avais lu, assez rapidement un petit article qui expliquait que les sites, faits avec Canva n'ont tout simplement pas de référencement naturel parce qu'en fait, ils sont pas, reliés directement sur les moteurs de recherche. Je sais pas, ce qu'il en est exactement de ça? ouais, justement, ce serait à creuser, mais pour ceux qui étaient intéressés par Canva, envoyez-moi un petit mail et puis je vous répondrai après avoir enquêté sur la chose.
Ça marche, top. Merci beaucoup pour, ton retour. On avait des gens qui nous demandaient un petit peu, la définition, de ce que tu disais, par rapport à Google My Business. Il y avait quelqu'un qui avait écrit Google Map Business, qui avait pas bien compris, je pense. Donc c'est l'ancien nom de maintenant ce qui s'appelle Google Business Profile et pour remettre, voilà, les choses bien dans leur contexte, c'est ce que tu as montré tout à l'heure plusieurs fois. C'est la petite fiche, que Google vient vous proposer, quand vous faites une recherche locale. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Thomas, par rapport à ça? Non, c'est très bien résumé, en fait. Ça Je veux marche, dire que c'est presque la même chose, ouais. top. On avait plusieurs questions sur le référencement local. C'est marrant parce que ça a intéressé pas mal de gens dans le webinaire. Notamment sur le fait de, pouvoir mettre plusieurs villes, pour une recherche, locale. Comment est-ce que ça se passe, dans ce cas-là, si on veut un peu, agrandir sa zone de chalandise? Si par exemple on est, un je sais pas, un prestataire de service et qu'on veut mettre plusieurs villes ou peut-être une région, comment ça se passe sur sa fiche, Google Business Profile? Ça va être de définir une zone de chalandise dans Google My Business. Vous pouvez même aller jusqu'au territoire français. J'ai des clients, ils ont défini comme zone de chalandise la France par rapport à ça. Ensuite, dites-vous qu'il y a les informations que vous rajoutez, mais après Google va croiser ces informations-là avec ce qui se trouve sur votre site internet. J'ai eu le cas en fait, par exemple, avec des restaurateurs pendant le Covid. Donc, c'est un peu périphérique, mais ça étaye la chose. Que par exemple, quand le restaurateur mettait sur son site internet qu'il était fermé, Google fermait temporairement sa fiche Google Maps. Donc en fait, il y a une vraie connexion. Donc mon conseil, ce serait aussi de parler déjà sur votre fiche Google Maps de votre zone de chalandise. Dans votre description, n'hésitez pas à mentionner, c'est super important, les villes le secteur sur lesquels vous êtes, dans les actualités Google Maps, dans les actualités Google My Business aussi. Et de même sur votre site internet, on doit retrouver aussi ces noms de villes-là, à un moment ou à un autre, c'est important. Parce que dites-vous OK. que Google va croiser les données là. Ouais. OK. On a eu pas mal de questions aussi de personnes qui étaient bloquées, au niveau de leur fiche Google Business Profile et ça, c'est une problématique qu'on rencontre quand même assez souvent sur nos événements Folie Web. Alors là, les problématiques de blocage étaient diverses et variées. Ça peut être une vidéo qui est pas acceptée, ça peut être, je ne sais pas, un type d'activité qui est pas pris en compte ou autre. Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes qui ont des soucis avec, leur fiche Google Business Profile? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est de contacter directement Google? Est-ce que c'est plutôt de se faire accompagner par, un freelance ou une agence qui peut nous aider là-dessus à débloquer la situation? Je pense quand c'est comme ça, en fait, il faut y aller un peu tout azimut. C'est très très compliqué. Quand on passe pas ce premier filtre en fait qui est algorithmique chez Google, parce qu'il y a des professions archi sensibles. Le cas d'un serrurier pour créer une nouvelle fiche en serrurerie, c'est devenu quasiment impossible tellement il y a eu des abus avant. Des Mmh. artisans, ça peut être aussi très très dur. J'ai le cas par exemple à Strasbourg d'un magasin de thé où j'ai dû faire 3 fois la vidéo pour qu'elle passe. Et donc, je suis allé dans la rue et en disant, voilà, j'ai filmé d'abord le nom de la rue, ensuite le magasin, ensuite rentré dans le magasin et ensuite aller derrière le comptoir et pianoter sur l'ordinateur pour prouver qu'on avait bien accès à tous les éléments du magasin et donc qu'on était propriétaire du magasin là. Et donc, j'avais accompagné en fait la gérante du magasin parce qu'en fait, quand elle faisait sa vidéo, ça passait pas avec Google et moi-même, j'ai dû la faire 3 fois. Donc, souvent, ça va être de persévérer avec les Google Maps et vous pouvez aussi après notifier Google et déposer des réclamations, mais c'est complètement aléatoire. Mmh et donc bah, voilà, c'est ce que tu disais, Ouais. persévérer au maximum et puis si on voit que vraiment on n'arrive pas à débloquer la situation, peut-être là, se faire accompagner par un professionnel. Ouais, c'est ça, mais il faut vraiment montrer patte blanche, donc essayer d'avoir des stickers, des logos, des kakémonos et autres. Parce que dites-vous que avec Google, en fait, il y a eu beaucoup d'abus dans le domaine de la serrurerie, entre autres avec des gens qui rajoutaient leur boîte à lettres de manière temporaire dans des barres d'immeubles pour être géolocalisés par Google à certains endroits, quoi. Oui, tout à Donc fait. et après, ils enlevaient les boîtes aux lettres. Donc il y a eu beaucoup d'abus et du coup, ça peut être difficile. Et du coup, ça fait le lien avec une autre question, où les gens nous demandaient: «Est-ce que finalement cette fiche Google Business, Profile, elle est vraiment importante? Est-ce que c'est vraiment très important de se pencher sur cette question de débloquer sa fiche?» Qu'est-ce que tu pourrais dire à des artisans, des commerçants?
Ouais, bah surtout quand c'est du local, en fait. Ça rajoute de la confiance. Vous aurez, en plus, ça facilite l'expérience de l'utilisateur aussi. Il aura tout de suite accès à vos horaires. Il aura accès à la Google Maps pour aller directement chez vous. Il y a le petit lien vers le site internet. Il peut appuyer sur un bouton pour vous téléphoner aussi. Donc, ce qu'on voit, c'est que les fiches Google Maps, quand elles sont validées, en fait, et après optimisées, elles peuvent avoir beaucoup de vues. J'ai Mm. le cas toujours d'un restaurateur, par exemple. Sa fiche non optimisée, il avait 3000 vues. Et après, en période forte, il est passé à 70 000 vues avec une fiche qui était actualisée régulièrement et autres. Donc, c'est des signaux très positifs pour Google. Ouais, tout à fait. Top. On a eu la question aussi de savoir si, on avait une fiche, correctement optimisée, mais qu'on n'avait pas encore de site internet. Est-ce que c'était, embêtant, gênant? Est-ce que ça impactait la fiche? Non, en fait, votre fiche sera un petit peu moins pertinente que quelqu'un qui a un site internet auquel Google peut se connecter pour croiser les informations. Donc, par rapport aux concurrents, ce sera moins pertinent. Par rapport à votre clientèle, ben, ce sera toujours plus pertinent que n'avoir rien du tout. Ça, c'est Mmh. certain. Et puis pour faire une réponse un peu plus large, nous, au FollyWeb, on vous invite vraiment et avec notre partenaire et nos 2 partenaires d'ailleurs, à avoir un site internet même en tant qu'entrepreneur, surtout en tant qu'entrepreneur, notamment pour des questions de professionnalisme, de crédibilité, pardon. On vous incite vraiment à vous créer un site internet. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, toutes les professions, voilà, toutes les situations possibles. Si vous avez peu de temps et peu de budget, vous pouvez quand même faire un site internet. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont possibles, donc ça serait dommage de s'en priver. Nous, pour vous donner un petit aperçu, on dit juste simplement que votre site internet, c'est la colonne vertébrale de votre stratégie en ligne. Donc voilà un petit peu pour remettre les choses dans leur contexte. Pour nous, il est primordial pour un entrepreneur d'avoir un site internet et c'est pour ça que quand tout à l'heure vous parliez de site Canva, moi, j'ai en tête qu'un site Canva, c'est comme, si vous aviez un petit peu mis de la poudre aux yeux, mais que votre site, il est pas vivant, en fait. Il est simplement figé, il est «mort» entre guillemets. Donc il est très joli, hein, mais par contre, personne peut le trouver. Moi, j'ai jamais trouvé un site internet Canva sur, des moteurs de recherche. Donc si vous avez, c'est comme, une très belle épicerie magnifique, vraiment vous y avez beaucoup travaillé et cetera, mais elle se trouve au milieu du désert, bah, du coup, c'est un petit peu dommage parce que vous aurez jamais de clients. Voilà, donc faites attention avec ça, c'est très important quand même de réfléchir à comment les gens vont arriver sur votre site internet. Je vous propose qu'on prenne encore quelques petites questions. Pardon, Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Non, 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 tout à fait d'accord avec ça. En fait, même de manière plus générale, quand vous êtes ben, sur du Wix, quand vous êtes sur des solutions en fait en préfabriqué, vous aurez jamais accès au code source. Donc, vous laissez les autres optimiser pour vous. Donc Ouais, après, voilà, c'est une question aussi de se dire, ben, est-ce que moi je veux pouvoir avoir la main pour pousser mon site au maximum, ou alors est-ce que je laisse les solutions en ligne gérer pour moi cette partie-là. Voilà. Quand on exactement. débute, des fois, ça peut être bien, mais des fois, quand on va aller vraiment sur des choses très concurrentielles, on va se retrouver limité à un moment donné. Ouais, c'est exactement ça. C'est en fait d'avoir bien en tête ce que vous voulez faire et d'avancer en ayant les idées bien claires. Si vous avez très peu de temps, très peu de budget et besoin d'avoir un site assez limité, vous pouvez partir sur ce genre de solution, des CMS un petit peu tout préfaits. Si au contraire vous avez envie de voilà, de vous former un tout petit peu et que vous avez un peu de temps et que vous aimez bien mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez partir sur quelque chose d'un peu plus, technique avec un WordPress, mais il faut savoir que c'est moins, facile en premier abord, mais en tout cas, vous pourrez faire plus de choses et vous pourrez aller plus loin en termes de référencement. Voilà. Je vais avancer un petit peu, on va rester encore quelques minutes si ça vous dérange pas, Caroline et Thomas. Pour prendre quelques petites questions. Il y a eu beaucoup de questions sur la partie blog. C'est marrant, c'est pareil, c'est pas un truc, on a l'habitude de voir. Est-ce que, un blog, c'est obligatoire? Est-ce qu'aujourd'hui un blog, c'est revenu à la mode? Est-ce qu'on n'en entend plus du tout parler? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie blog? Un blog en référencement, ça a toujours été obligatoire, sauf que on n'est pas obligé d'appeler ça blog. On peut appeler ça nos actualités ou en fait, l'idée de l'espace de blog, entre guillemets, c'est de mettre à disposition de l'internaute et surtout des moteurs de recherche des articles
des sujets sur lesquels vous allez montrer votre expertise en fait. Et vous allez montrer que vous prenez la parole sur le sujet, que vous maîtrisez votre sujet et que vous êtes capable d'intervenir sur un sujet dans toute sa globalité. Et c'est ça aussi qui va jouer, par exemple, dans le référencement dans les IA ou dans le référencement de Google. En fait, leur but, c'est de déterminer votre expertise. Si moi, je parle de référencement naturel, mais que je me limite à des aspects techniques du référencement, sans parler de backlink, sans parler de contenu, sans parler de CTR et de plein de choses périphériques, ben en fait, Google, il va se dire, ouais, ok, mais en fait, il a oublié ça, 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 donc c'est pas un expert. Voilà. Et Donc, surtout apporter du contenu frais régulièrement aussi, hein, c'est ça. donc c'est ça, et montrer aussi que vous êtes vivant, que vous intervenez sur des sujets d'actualité. Voilà. Et donc, des fois, quand on est sur des professions, on est serrurier, pour reprendre ça, parce que j'ai vu dans le chat que ça faisait rigoler. Ça peut être difficile de ça, mais du coup, vous avez parlé, pourquoi pas de vos partenaires, de vos fournisseurs, de ci, de ça. Et en fait, il y a toujours moyen de trouver des sujets de discussion. Ouais, Donc, il faut miser là-dessus et faites-le, montrer ouais. qu'on est vivant et qu'on est expert de son domaine. Et effectivement, dans n'importe quel domaine, tout évolue très vite. Et donc, c'est important de pouvoir montrer qu'on est expert et qu'on a des choses à raconter. Il y a eu des questions sur la partie GEO. Alors, tu en as parlé un petit peu, SEO versus GEO. Est-ce que un bon GEO, c'est forcément un bon SEO de base? Voilà, il y a eu quelques questions là-dessus. Pour ceux qui sont un peu moins sachants sur le sujet, je m'excuse d'avance si vous n'avez pas forcément en tête de quoi on parle, mais est-ce que tu peux nous apporter 2-3 éclairages là-dessus? Déjà, la première chose, c'est que ça bouge beaucoup par rapport à ça. Je suis persuadé que dans l'année qui arrive et dans les années prochaines, ça va encore changer Oui. et que personne ne détient la vérité dans le domaine. Autant dans le SEO, on a des process qui sont réglés depuis des années et des années. Donc là, il y a pas de souci. GEO, c'est relativement nouveau, donc c'est comment apparaître dans les IA. Et en plus, les IA aussi, dites-vous qu'elles améliorent leurs filtres, leurs algorithmes aussi au fur et à mesure et leur contenu. Donc, elles sont mouvantes aussi, les IA. Donc ça. Ensuite, j'ai vu passer une grosse statistique qui a été faite sur un panel relativement intéressant où, en gros, il y a 10% des résultats Google qui vont être pris, qui vont apparaître dans les IA. Donc, on peut apparaître dans une IA sans être forcément bon dans Google et on peut être bon dans Google sans forcément apparaître dans une IA. Oui. Ouais, voilà. En fait, il y a un petit élément technique qui va peut-être vous aider à comprendre ça. C'est dans le fonctionnement d'une IA. En fait, quand vous faites une recherche dans ChatGPT, ChatGPT va faire des sous-requêtes. Allez, on va dire, il va en faire 10 des sous-requêtes par rapport à ça. Et il peut, en fait, regarder sur Google comment est-ce que vous apparaissez sur chacune de ces requêtes. Il va regarder, je dis n'importe quoi, le top 10 et vous donner des points. Donc, si vous apparaissez sur ces 10 requêtes et que vous apparaissez sur ces 10 requêtes différentes en premier, vous aurez 10 fois 10 points, vous aurez 100 points. Par contre, si vous êtes premier sur une requête dans Google, mais vous apparaissez pas sur les autres, vous aurez que 10 points. Et du coup, vous serez moins bien classé dans l'IA que, par exemple, quelqu'un qui est tout simplement 10e dans Google, qui n'aura qu'un seul point, mais il va apparaître 10 fois sur 10 requêtes différentes. Et d'où l'intérêt, en fait, d'avoir aussi un article de blog. Donc, en fait, avec l'IA, l'idée, c'est d'être bon dans plein de requêtes différentes pour que dès qu'elle fait une recherche, vous apparaissez. Une autre recherche, vous apparaissez. Une autre recherche, vous apparaissez. Le raisonnement de Google, c'est un peu différent. C'est un mot-clé et c'est qui est le plus pertinent sur ce mot-clé-là. Donc, c'est deux raisonnements un peu différents entre l'IA et Google. Donc pour rappel, quand on parle de SEO et donc de référencement gratuit, on parle bien de la recherche sur les moteurs de recherche et donc on parle pour 97% des recherches de Google. Et quand on parle de GEO, cette fois-ci, c'est la même chose, mais sur les outils d'IA. C'est quand on va taper, par exemple, Thomas G1 sur les IA, comment est-ce que Thomas va être positionné? Ou alors, si on cherche prestataire référencement naturel Alsace, comment est-ce qu'on va retrouver Thomas dans les IA? Donc c'est ça un petit peu la différence entre les deux. Je vous propose qu'on prenne 2 dernières questions et après on s'arrête. Très rapidement, est-ce que tu peux nous donner, je ne sais plus si tu en as parlé ou pas, mais dans le chat, les écrire, des noms d'outils gratuits pour trouver des idées de mots-clés? Ça, c'est un truc qui est souvent demandé.
Oui, vous avez Google Trends, par exemple, où déjà, vous aurez ça. Après, une technique relativement simple, vous commencez à taper votre mot-clé dans Google et vous regardez les suggestions. En fait, les suggestions de Google, c'est des suggestions statistiques avec statistiquement ce que les gens tapent le plus. Donc, voyez les recherches associées, en fait, par rapport à ça. Après, j'utilise aussi un petit plugin qui s'appelle Surfer SEO. C'est une extension Google Chrome. Quand vous avez un mot-clé, Surfer SEO, en fait, va vous suggérer d'autres mots-clés. Ça se rajoute dans votre navigateur. En plus, par rapport à ça, après, il y a Ubersuggest aussi. Il peut y avoir plein de choses. Voilà, il y en a quelques-uns, Oui, il y en a un mais autre que j'avais envie de partager, mais j'ai perdu le nom, je l'ai mangé. Il y avait Ubersuggest et il y en a un autre, mais j'arrive pas à le retrouver. Si jamais je le retrouve, je vous le mettrai dans le chat. Et une dernière petite question, tu as parlé d'expérience utilisateur. Est-ce que tu peux nous réexpliquer en 3 mots ce que c'est l'expérience utilisateur et est-ce que c'est important pour la partie référencement? Alors oui, c'est important pour la partie référencement. Après, c'est un signal important. C'est pas un signal majeur, mais c'est quand même un signal important. Après, il faut comprendre c'est quoi l'expérience utilisateur pour Google. Et Google le voit de son point de vue, c'est-à-dire les temps de téléchargement. Parce qu'il y a des enjeux pour eux de visite de site web, et plus le site web se charge rapidement, plus Google peut en visiter beaucoup. Donc, utiliser l'outil PageSpeed déjà. PageSpeed Insights, c'est en ligne sur Internet, c'est gratuit, c'est par Google, pour avoir la note de votre site s'il se charge rapidement ou pas. L'expérience utilisateur, c'est est-ce que vous avez une navigation qui est fluide sur votre site Internet, une navigation qui va être rapide, qui va être agréable. Donc là, on va se positionner un peu du côté du design aussi, les temps de chargement, ça je vous l'ai dit. Ça peut être aussi avec les contrastes. Google est capable de le voir. Par exemple, si vous avez des textes blancs sur fond blanc, là, vous faites sanctionner en termes de référencement. Mais si vous avez un bleu clair sur un bleu foncé parce que vous trouviez ça joli, Google peut se dire, là, pour les gens, en fait, ça peut être difficile à lire. De même, si vous avez des liens sur mobile, si vous risquez de cliquer sur un lien ou un deuxième lien parce qu'ils sont trop rapprochés, vos liens cliquables, ça peut être mal perçu aussi par Google. Ça, c'est des petits signaux qui peuvent soit un peu booster votre référencement ou un peu le favoriser. Oui, et je pensais Voilà. aussi à s'il n'y a pas de maillage interne au niveau du site, qu'on arrive en bas de votre page et qu'on ne peut pas retourner, par exemple, ailleurs quand on est en bas de page. Ça aussi, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Ouais. Ouais, tout à fait. Top. Voilà, Eh en ben, fait, c'est se dire si vous mettez vos grands-parents sur le site internet, est-ce qu'ils arrivent à naviguer facilement dessus? Et puis même après, ça aidera pour les conversions et pas seulement pour avoir un bon référencement, mais aussi pour que les gens ils aient envie de travailler avec vous, d'acheter. On le voit en fait quand on va sur un site et puis qui met 3, 5, 10 secondes à se charger, souvent on ressort. Donc on peut perdre des ventes. top. Merci beaucoup Thomas. Je vous propose qu'on s'arrête là. On a largement débordé. Pardon pour ça, mais il y avait beaucoup d'intérêt des participants. Je vois que vous êtes encore 250 à être connectés, donc je me suis permis de Ouais, c'est poursuivre un énorme. petit peu. Désolée Thomas et Caroline d'avoir pris tout ce temps, mais je pense que c'était important et encore, on n'a pas répondu à toutes les questions. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas eu la réponse à leurs questions, je vous invite vraiment à remplir l'enquête de satisfaction que vous allez recevoir par l'ADI directement et je vous repartage le lien dans le chat. Et Caroline, je te laisse la parole. Oui, merci à tous, merci Thomas et merci Anne-Émilie. En effet, c'est des sujets qui animent beaucoup, donc c'est chouette de pouvoir en parler. Nous, côté ADI, c'était notre premier webinaire donc avec FoliWeb. On est très contents de ce nouveau partenariat. Vous recevrez donc les mails, comme on vous a dit, pour accéder au questionnaire de satisfaction, au replay. Et puis, on peut vous donner rendez-vous donc le prochain premier jeudi du mois à 11h, comme celui-là. Donc, ce sera le 2 avril et on parlera de la présence sur les réseaux sociaux. Et pour répondre aux questions sur aller plus en profondeur, si vous êtes client ADI ou même prospect, je vous invite à vous
rapprocher de vos agences au niveau local. Il y a beaucoup d'ateliers aussi collectifs qui sont organisés en présentiel, que ce soit par la DIC, il y a des ateliers sur la stratégie digitale, et parfois justement en partenariat aussi avec FoliWeb au niveau local. Donc voilà, rapprochez-vous de ces agences-là. Et puis, si vous avez des besoins de financement, l'ADI est là pour ça aussi, pour répondre à vos besoins de microcrédit pour tout le monde. Et voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous, c'était vraiment top et je me permets de partager le lien des Folies Web dans le chat si c'est possible. Comme ça, si jamais vous voulez regarder d'autres événements sur d'autres thématiques présence en ligne, voilà. Vous pouvez retrouver notamment Thomas sur des ateliers en présentiel en Alsace. S'il y a des gens qui sont en Alsace, n'hésitez pas. Merci à l'ADI en tout cas. Merci beaucoup à tous. Merci Au beaucoup. revoir. Belle journée, au Merci revoir. tout le monde. Au revoir.